déjà un grand sportif. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait fallu 30 ans de travail quand même pour Oui. aboutir à tout ceci. Et maintenant, vous enseignez, vous avez des élèves, mais aussi déjà des enseignants, des anciens C'est ça, élèves c'est qui ça, c'est ça. enseignent. On a une photo là d'un stage de formation sans doute, un stage de chi. Voilà. Ah, Hommes et femmes, hein, beaucoup d'hommes, oui, 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 oui. ce qui est rare dans tout ce genre Oui, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de... d'approche. Enfin, il y a des femmes. Je n'ai jamais fait le compte vraiment, mais c'est C'est fréquenté. étonnant. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a même des personnes âgées qui viennent. Et Pour rajeunir. bon, c'est un peu trop tard de rajeunir comme ça du premier coup, mais se maintenir, de toute façon, se maintenir en parfait état, ça oui, ça oui. Oui, mais c'est important justement parce que vous dites un moment, c'est dans votre livre La Biosophie, vous dites on arrive à atteindre des sommets spirituels qu'en passant par le corps. Donc c'est important d'avoir un corps en pleine forme, en pleine santé. Il faut le réhabiliter ce corps, non? Absolument, absolument. Le corps est la grande victime de notre civilisation, à commencer par la religion qui le méprise, qui le rejette, et même par la science qui n'y voit qu'un processus chimique. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi voulez-vous croire si on vous dit que la vie est un processus chimique? Et vous, vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas athée non plus, j'ai lu. Je ne suis pas croyant, je ne suis Pas pas athée. athée, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Oui, c'est drôle Je de suis dire ça. complètement en dehors de tout ça. Et alors cette force que vous avez en vous, vous dites surtout, ne croyez pas que c'est une force mystique, c'est une force physique. Mais il n'y a pas de différence entre le spirituel et le corporel et le physique. C'est la même chose. La vraie vie, c'est adhérer à la vie même. C'est chaque expérience corporelle ou mentale, appelez-la comme vous voudrez, qui est consciente, à ce moment-là, vous êtes la vie même. À ce moment-là, vous êtes conscient de vivre. À ce moment-là, vous êtes heureux de vivre. Et à ce moment-là, vous n'avez besoin de rien. De rien. Simplement vivre. Et c'est ça la chose la plus étonnante, que les civilisés n'éprouvent pas la joie de vivre, seulement de vivre. Je suis heureux pour ça et pour ça. Mais non, si tu es heureux pour une raison quelconque, c'est que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux d'être toi, tu n'es pas heureux de vivre. Est-ce que la nature ne nous aide pas justement à sentir ce qu'est la vraie vie? Oui. Mais madame, la nature, ça n'existe pas. La nature, c'est une notion désuète à oublier. On ne peut pas y échapper. La nature s'impose à nous. Elle s'impose à nous. On ne peut pas l'ignorer. Il faut être vraiment enfermé dans sa prison d'intellectuel pour ne pas voir ce qu'est la nature. La nature nous oblige finalement, malgré nous. Elle s'impose à nous parce que nous travaillons contre la nature. Mais si jamais on réoriente la recherche, on dit je veux la vie, je veux vivre, je veux me conformer aux exigences de la vie, à la loi de la vie, à ce moment-là, ça devient très facile. On est heureux tout de suite. Toutes les solutions sont... J'ai envie de vous montrer une photo là qui va vous rappeler des bons souvenirs. Dans la forêt. Vous alliez dans la forêt de Soignes. Oh oui, oh oui. Et vous avez rencontré, je vais presque dire quelqu'un dans cette forêt de Soignes, non? Ah, c'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est lui, mais un cerf. Mais c'est fou. Regardez, regardez, regardez. Immédiatement, mais il y a du chi là-dedans, c'est fou ça. Même dans une Mais bien entendu, une photo, mais bien entendu, dia. mais c'est fou, mais c'est mon ami. Et vous l'avez rencontré et il y a du chi qui est passé de lui à vous, de vous à lui. Oui, oui, oui. Donc je pratiquais tous les matins des tai chi chuan dans la forêt et plus d'une fois j'ai senti la présence et finalement il s'est montré. Il s'est montré, c'était un cerf, exactement, peut-être que c'est le même. Il s'est montré à moi et depuis lors, pendant tous les jours, pratiquement tous les jours, il venait, il se mettait là et il m'observait, il me regardait. Et puis un jour, j'ai fait une longue promenade, j'allais très loin de cet endroit-là. Et donc c'était la fin de la journée, j'étais assis et je m'offrais comme ça à l'influence de la forêt. Et j'ai senti une présence derrière moi. Je savais que c'était lui. Est-ce qu'il m'a suivi ou non? On s'est rencontrés. Et très, très, très lentement, je me suis retourné, je regardais. Il était là. C'est fou de savoir aussi que le chi peut
peut nous aider à communiquer avec l'autre, avec l'environnement, avec tout. Mais la vraie communication, c'est ça. Comment voulez-vous communiquer avec des mots, avec des paroles? Je dis à une femme, je t'aime. Je dis la même chose, j'aime le camembert, ou j'aime la musique, ou j'aime le skateboard, ou comment ça s'appelle. C'est le même mot. Comment voulez-vous dire l'amour avec des mots? C'est avec le chi qu'on le dit, c'est avec le regard qu'on le dit, c'est avec tout le corps qu'on le dit, avec tout l'être qu'on le dit. Ça, oui. Et ça, aucun mot, aucun poète ne peut dire ces poèmes que peut dire le corps, que peut dire la présence, que peut dire, voilà, le chi. Vous disiez que vous n'étiez pas croyant, et pourtant je trouve qu'il y a des exemples que vous donnez dans votre livre, parce que vous dites les anges gardiens, évidemment, ça n'existe pas. Alors l'ange, il est à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, mais il y a des exemples comme ça que vous avez, des choses que vous avez vécues pendant la guerre qui étaient assez extraordinaires. Vous parlez de ce train, vous êtes dans un train, vous ne savez pas pourquoi, aucune raison, vous sautez du train en marche, et quelques minutes après, en rase campagne, hein, et quelques minutes après, les Allemands arrêtent le train et fusillent 100 personnes prises au hasard. Et il y a un autre exemple, encore tout à fait plus étrange, vous vous dirigez vers une rue, vous vous asseyez sur un banc sous un tilleul, et il y a un de vos camarades de résistance qui vient s'installer à côté de vous et qui vous transmet un message extrêmement important. Eh bien, vous vous rendez compte après que ce camarade, il était mort le matin même, il n'était plus en vie. Et cette rue, ce banc, ce tilleul n'avait jamais existé. Alors, bon, c'est difficile à comprendre, on vous croit, hein, mais ça, ce sont des choses qui peuvent se produire justement dans des situations de grand danger. C'est ça que vous expliquez ça comme ça? Oui, oui. Écoutez. Mais il y a plein d'exemples comme ça que vous donnez, hein? Très nombreux, et surtout, ce n'est pas seulement à moi que c'est arrivé. C'est arrivé à tous les camarades. Tout le monde a vécu ça pendant la guerre. Tout le monde a vécu ça pendant la guerre. Ce sont des circonstances où, comment dire, la vie, la nature, fait appel à d'autres facultés qui ne sont jamais utilisées dans la vie courante. Non, aucune raison de faire appel à ces forces premières de la vie dans des circonstances ordinaires de la vie. Par contre, lorsque la vie est en danger, mais pas seulement, simplement en danger parce qu'on conduit une voiture, mais lorsqu'on voit la mort en face de soi, lorsqu'on sent l'intention de l'ennemi de te tuer, etc., à ce moment-là, il y a cette espèce d'autodéfense profonde, naturelle, qui se réveille, et il y a des facultés, des possibilités de connaissances qui se manifestent, et qui se manifestent rarement ou jamais dans la vie courante. Il y a par contre des hommes, enfin des femmes et des hommes, qui sont capables de faire appel à ces forces-là sans passer par des situations extrêmes de danger, etc. Mais ça, à ce moment-là, vous avez accepté ça facilement, ça ne vous faisait pas peur? C'était tout à fait simple, tout à fait naturel. Je ne pensais même pas, je saurais ma peau. Écoutez, c'est beaucoup, beaucoup plus tard que tout cela m'est apparu sur le vrai jour, tel que c'est-à-dire des choses extraordinaires. Et vous parlez du pouvoir immense de la volonté. Et il y a une photo dans un de vos livres, cette photo de bus qu'on va revoir là. Ce bus en Chine, il est bondé, il y a plein de monde, et sous le bus, on voit un homme qui soulève le bus. C'est ça. Tout seul, il soulève ce bus plein de gens. Oui, et vous dites, c'est sa volonté. Il l'a voulu, et il a réussi à le faire, l'énergie lui a obéi. Vous donnez encore des exemples qui vous sont arrivés aussi à la gare du Midi, je pense. Est-ce que c'est la même chose quand on travaille le chi? Oui, oui, oui. Et ça, tout le monde peut l'expérimenter. Tout le monde peut l'expérimenter tout de suite. Il faut être guidé, évidemment. Si on est un ignorant complet, il faut être guidé. Mais dès les premiers essais, on se rend compte que quelque chose qui n'est pas une force musculaire, qui obéit à la volonté. On peut guider le chi dans son propre corps. De là à lever un autobus sur son ventre, il y a quand même un certain travail à faire. Mais regardez cet homme, c'est pas un grand maître, vieux, etc. C'est un jeune homme. Quel âge il peut avoir? 35 ans peut-être. Donc il n'a pas eu le temps de consacrer 60 ans de sa vie au travail. Et pourtant, le résultat est là. Bon, autrement dit, il a été guidé par un expert qui lui a appris ça. Il se peut très bien, comme c'est le cas souvent,
qu'à 50 ou 60 ans, il meurt d'une sale maladie. Ça arrive aussi aux grands maîtres, justement, qui ont utilisé le qi dans ce sens-là. Ce n'est pas normal de porter un autobus sur son ventre. Autrement dit, c'est un abus de cette force. Bon, ce genre d'exploit prouve seulement que les explications scientifiques du fonctionnement du corps humain, de la physiologie, etc., sont privées d'un élément qui peut produire des effets inexplicables par la science. Ceci est impossible. Donc, porter un autobus bourré de touristes sur son ventre est impossible. Et pourtant, c'est là. Et c'est un spectacle banal en Chine. Ah bon? Ce n'est pas du tout extraordinaire. Il y a des exhibitions, surtout pour les touristes, des exhibitions de ce genre-là. Je ne dis pas à tous les coins de rue, mais souvent, on peut assister à ces spectacles-là. Et même pas seulement en Chine, mais à Bruxelles même, il y a eu, il y a une vingtaine d'années, une troupe de Wushu de Chine qui est venue ici. Et moi, j'ai assisté à des exhibitions, pas tout à fait comme ça, mais où on montre des choses absolument impossibles. Et tout le monde pouvait vérifier. Mais pensez-vous qu'un médecin se soit donné la peine de vérifier, de venir voir, de demander comment ça se fait, etc. Rien du tout. Rien du Maintenant, il y en a 250 qui s'y intéressent, vous m'avez dit. Oui, mais d'accord. Peut-être pas au bus, mais quand même au qi. D'accord. Mais ce sont des marginaux, ce sont des médecins qui se cachent. Ah oui? Chacun d'eux aurait simplement amené un copain, et le copain, un autre copain, j'aurais des milliers de médecins maintenant, avec moi. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a l'ordre des médecins. Parce qu'il y a l'ordre des médecins, parce qu'ils ont peur de faire savoir qu'ils s'adonnent à cette recherche-là. Voilà. Maintenant, enfin, et pour la première fois, une recherche officielle va se faire dans un hôpital à Lyon, après plus d'1 an de démarches administratives pour être admis à faire des expériences donc, à l'hôpital sur des malades, etc. Ça va se faire, nous sommes en fin de ce parcours administratif pour être autorisé, avec des médecins évidemment, à faire ces expériences en milieu hospitalier. Ça va se faire. Une photo que j'ai envie de montrer là aussi, c'est une photo de famille. On voit Michel, votre femme, et puis 2 de vos enfants, parce que vous en avez 5 en tout, je crois. J'ai 5 enfants, ça, ce sont les plus petits. C'est Colin et Clio. Colin et Clio, oui. 14 ans, Colin, c'est ça? Colin, 14 ans, et Clio, 8 ans. Il y a une autre photo où vous êtes avec eux, voilà. Ça, c'est dans le sud de la France, là où vous vivez. Oui. Et bon, c'est un exemple aussi que vous donnez, cet exemple de bonheur. Non? C'est important, vous êtes un montreur de bonheur. Exactement. Parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Non. Montrer... Ça ne sert à rien même d'écrire des livres. J'ai écrit 11 livres. Je sais comme il est facile d'écrire n'importe quoi dans un livre. Et vous dites, ils perdent leur temps, les lecteurs. Et vous dites pourquoi vous les avez écrits. Je ne sais pas, mais bon. Mais c'est ça que vous voulez, c'est montrer... montrer sa vie. La santé, le bonheur. Voilà. Ouais. La santé avant joie. tout. La santé avant tout. J'ai eu la grippe asiatique dans les années 50. Je viens, à ma grande honte, d'avoir la grippe à 77 ans. 50 ans. J'ai vécu 50 ans sans avoir le moindre mal, le moindre bobo, le moindre rhumatisme, le moindre rhume, rien, pendant 50 ans. Et je viens d'avoir, à ma grande surprise, la grippe après 50 ans. Et pour moi, c'était un signe, un signal. Ça veut dire que mon système de défense qui a fonctionné pendant 50 ans ne fonctionne plus comme avant. Autrement dit, il faut se préparer à quitter la scène. Et ça a été ma... Bon, oui, faut pas se faire encore une d'illusions. expérience pendant 20 ans, donc ne nous quittez pas. Non, justement, c'est de ça que je voulais parler. Donc, j'ai dit, bon, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, je ferai mon possible pour tout terminer avant de partir, mais je sais que maintenant, je commence à descendre l'escalier. Eh bien non. C'est pas pour une petite grippe, hein? Non, une petite grippe n'est rien du tout, seulement pour moi, c'est le signe simplement que mon système de défense a eu une défaillance. S'il en a une, il en aura d'autres, et finalement, je vais arriver au niveau de tout le monde. J'aurais passé 50 ans de vie magnifique, merveilleuse, sans le moindre accroc, maintenant c'est terminé. Eh bien non, ce n'est pas terminé. Depuis cette expérience au Canada, je sais maintenant, j'ai la certitude que
les 20 prochaines années seront consacrées à prouver sur moi-même